Et les combattants qu'on a croisés là-bas, ils ont investi dans pas mal de petits projets ou de business autour du sport. La problématique qu'on rencontrait à chaque fois, c'était sur les gants de prêt. J'étais un peu surpris de la méthode qui a été utilisée, à savoir désinfecter le gant avec des produits de mobilier. On lance toujours des grosses productions. La première qu'on a lancée, elle était de 800 pièces. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salles, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Zakaria, ça va ? Ça va et toi, Franck ? Super. Zakaria, je te reçois aujourd'hui. Tu reviens de Thaïlande, Yes. où tu as fait plusieurs combats en tant que professionnel. Et ensuite, tu es rentré en France pour te lancer dans l'entrepreneuriat. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ce que ça t'a apporté de vivre là-bas, de combattre là-bas, de gagner de l'argent là-bas, ce que tu as pu en rapporter en France pour te lancer. Tu as lancé une entreprise qui s'appelle Glove Guard, qui fabrique des produits en matière d'hygiène dans les sports de combat. Tu vas nous raconter ça. Mais est-ce que tu peux te présenter tout d'abord ? Yes, bien sûr. Alors déjà tout d'abord, merci Franck pour l'invitation. Je trouve que l'idée du podcast mi-sportive, mi-entrepreneuriale est super intéressante. Et si ça peut motiver pas mal de monde, bah c'est encore mieux. Moi, pour parler de moi rapidement, j'ai eu un parcours assez classique. C'est-à-dire que j'ai fait des études en école de commerce. J'ai fini avec un master en marketing du sport. J'étais à l'ESG. Après ça, j'ai enchaîné... à côté de ça, j'étais en alternance dans un grand club de boxe sportif. Ils ont plusieurs salles sur Paris. Et en même temps, je faisais aussi du MMA à côté, des petites compètes en amateur avant de partir. Et voilà dans l'ensemble. Tu pars en Thaïlande, t'as quel âge ? Je pars en Thaïlande décembre 2023, donc je viens d'avoir mon master, j'ai 24 ans. Et là, tu te dis, j'ai pas envie de bosser, enfin ça me plaît pas, j'ai envie de voir du pays, ma passion c'est le combat. C'était ça sans être ça, dans le sens où quand t'arrives en master, tu t'approches de la fin généralement, donc tu sais, enfin au moins déjà t'as une idée de ce que tu veux faire ou non, et avec l'épisode du Covid, avec toutes les problématiques qu'on rencontre en sortie d'études, tu te dis que je vais faire un choix et je vais aller voyager. Le truc, c'est que en France, moi, je faisais pas mal de sport, notamment sport de combat, comme j'ai dit un peu avant. Ce qui faisait que j'avais envie d'aller voir un peu ce qui se faisait en Asie, parce que c'est quand même réputé en Thaïlande, et notamment la Fitness Street. Ça s'appelle comme ça à Phuket. Tu limite, certains la considèrent un peu comme la Mecque des combattants, parce que t'as tout là-bas, et je me suis dit que ça pourrait être une belle expérience de voir ce que c'était d'aller là-bas. Donc ouais, à 24 ans, je suis parti. Ouais. Et comment ça se passe ? T'arrives là-bas, tu t'inscris dans un gym, t'as un petit boulot à côté pour les besoins du quotidien. Ouais, c'est ça. Alors en fait, tu débarques. Et moi, le voyage, il s'est préparé pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans de master, la première année, je me suis dit, OK, je vais faire ça. Et pendant 2 ans, j'étais en train de, comment tu dis? De te préparer, Ouais, de me mettre un peu de préparer, sous de exactement. côté. C'est exactement ça. Donc, limite, en fait, en arrivant là-bas, je savais tout ce qu'il y allait avoir dans la rue. Parce qu'on regardait ça avec les copains sur YouTube et tout. Et une fois que tu arrives là-bas, tu prends quand même une claque parce que c'est super impressionnant. Tu trouves tout ce que tu veux, les gyms, les centres de récupération, je veux dire par là tout ce qui est massage, sauna, bain chaud. T'as même une alimentation qui est adaptée aux entraînements, que ce soit en prépa physique ou même en boxe et arts martiaux. Du coup, c'est un rêve éveillé au final. Et ouais, donc moi j'avais un peu d'argent de côté, donc c'était plutôt cool pour et t'entraîner et kiffer, parce que il faut savoir que c'est quand même assez cher. Genre, un mois au Tiger, il te revient à 600 € par exemple. Ah oui, c'est énorme. Ouais.
juste le mois. Mais par contre, t'as un niveau d'entraînement là-bas et de discipline qui en vaut le prix au final. Mais c'est un gym où il y a que des étrangers? Où il y a des Ouais, Thaïs? Parce que le 600 € pour un Thaïlandais, c'est quand ouais, même ouais, une ouais. certaine somme, j'imagine. En fait, il y a le Tiger, il est plus que thaï. Il est à moitié américain ou anglais, je sais plus exactement. Mais Donc, c'est-à-dire qu'ils ont investi à 2 dedans. juste pour contextualiser, le Tiger Gym, c'est la mecque de la boxe thaï sur place, c'est ça? C'est exactement ça. Et boxe thaï et MMA, honnêtement. Pour tout te dire, t'as Raphaël Fiziev, qui est du coup, je crois, dans le top 10 à l'UFC, qui donne les cours de kick. T'as un des sparring partenaires de Alexander Volkanovski qui donne les cours de lutte. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment du high Tout le level, monde. ouais, en termes d'entraînement. Et puis sans compter tous les combattants qui sont au One, au je sais pas, il y avait je sais pas combien d'orgas il existe dans le monde, notamment sur cette partie asiatique. Et du coup, enfin, c'est vraiment de la bombe en termes de rencontres, en termes de niveau. Et ouais, il y a des gens du monde entier, donc là aussi, c'est encore plus impressionnant. Et toi, tu arrives là-bas déjà avec un petit niveau ou tu es Heu, quasiment n prêt n pour des premiers combats? Alors, en vrai de vrai, j'avais un petit niveau, mais niveau, des compétitions amateurs. Mais en fait, ce qui est super impressionnant là-bas, c'est que si tu prends n'importe qui, avec un minimum de niveau, enfin, en tout cas de conditions physiques et que tu l'envoies là-bas, tu le laisses ne serait-ce qu'1 mois, tu vas voir le niveau qu'il va attraper. En fait, c'est limite militaire comme entraînement. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, aux alentours de 8 heures, tu as ton premier entraînement à 9 heures, il dure 1 h 30, tu rentres, tu manges, tu te reposes, tu repars pour le deuxième entraînement vers 15 heures, tu rentres, tu te reposes, tu manges et tu repars pour le troisième entraînement le soir en prépa physique. Donc, dis-toi, tu fais ça du lundi au samedi, à la fin, enfin, tu développes des monstres. Et là-bas, en fait, c'est super motivant parce que même si toi, t'as pas forcément envie de le faire, tu vas voir les autres le faire et donc tu vas suivre la mouvance. Et c'est, enfin, tu dors sur place, tu manges avec tout le monde, c'est packagé? Alors t'as cette possibilité-là. Nous, on savait qu'on allait rester un bout de temps. Du coup, on est parti sur, Facebook Market et on s'est trouvé des petits condos et enfin, faut dire ce qui est, genre, il y a aussi des avantages quand tu pars depuis la France. L'euro est plus élevé donc tu t'assures un meilleur cadre de vie dans le sens où pour 300 € t'as un 2 pièces avec une salle de sport dans l'immeuble. Tu as des combines Ouais, c'est pour exactement ça, améliorer ouais. un peu le quotidien, Gros, je gros, gros comprends. avantage, ouais. Tu disais qu'il y avait du MMA également, c'est nouveau ça? Dans les salles, en Thaïlande? Ouais, ça a commencé à se développer énormément, que tu sois à Bangkok ou Phuket. Ah, je pense que si tu restes sur la partie nord, Chiang Mai, Chiang Rai, tu seras sur du full, Muay Thai. Mais dans les grosses villes, parce que c'est des villes mondiales au final maintenant, il y a beaucoup de MMA qui s'est développé, parce que tu trouves une très grosse, présence, russe, notamment à Phuket. Parce que quand il y a eu la guerre avec l'Ukraine, enfin, début de la guerre avec l'Ukraine, la partie asiatique, c'est les seuls pays, et notamment la Thaïlande, qui ont pas imposé de restrictions aux Russes. Du coup, ils ont débarqué massivement là-bas et ils ont aussi développé, le MMA et la lutte, chez les Thaïs. En Thaïlande, qu'est-ce qui relève de ce qu'on peut fantasmer un peu de l'étranger et la réalité? Je pense à des rappeurs comme Seth Gecko qui ont mis, énormément la Thaïlande en avant, peut-être de manière un peu, fantasmée ou idyllique. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas comme on l'imagine sur place? Alors totalement, c'est-à-dire qu'en ayant vécu, 1 an et demi là-bas, tu pas la même approche. Tu me diras que c'est logique, mais t'as pas la même approche et t'as pas la même vision des Thaïlandais que quand tu viens seulement pour 2 semaines où tu fais que du farniente à la plage. Hem, il y a il y a une sécurité, il y a une bonne ambiance de manière générale, c'est un bon cadre de vie, mais le rapport de vie avec les Thaïlandais sur, dépasser 2 mois, il est un peu complexe parce que ils te font bien comprendre qu'il y a eux et il y a toi. Et dans le toi, c'est, bah, soit tu leur es utile en termes, enfin, financièrement parlant,
soit Toi, t'es un farang, comme t'es un farang, c'est exactement ça. C'est le terme pour dire étranger. Exactement, C'est ça. c'est le terme farang. Donc, tu t'entraînes là-bas Ouais. et ensuite tu passes pro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, en fait, déjà juste en termes d'entraînement, en termes de qualité d'entraînement au final. Tu baignes dans un environnement pro. C'est-à-dire que tu arrives le matin, premier entraînement, tu te retrouves avec des gars qui sont déjà champions, futurs champions, ou qui sont high contenders dans leur orga ou dans leur sport. Donc déjà, tu te retrouves baigné avec eux, ton niveau, tu sais qu'il va prendre. Ensuite, la qualité des entraînements aussi. Ne serait-ce qu'à l'échauffement, tu remarques une différence entre comment on échauffe, je dirais peut-être même les pros en France et comment on s'échauffe de l'autre côté de la terre. Donc là aussi, tu prends en level. Et après, ce qui est super intéressant là-bas, et c'est ce que tu remarques, ça c'est l'un des points positifs des Thaïlandais, c'est si tu me fais gagner du temps, je te fais gagner du temps aussi. Et donc on va dans une direction et on va pas perdre de temps à faire beaucoup d'amateurs. On va rentrer directement dans la compétition. Là où en France, on prend un peu plus le temps. Bon, c'est une méthodologie. Et donc les entraînements, tout le matériel et tout ce qui est mis à disposition te fait déjà rentrer dans ce bain-là. Et après, eux viennent te voir en fonction du niveau que tu leur proposes et ils te proposent différents combats. Donc là, tu es en train de dire que tu as été repéré. Alors c'est pas ça, c'est-à-dire que eux ils vont te proposer ça, mais si t'assures pas et puis ciao. Donc en vrai, j'ai eu ma chance, comme toi tu peux avoir la tienne et c'est là où c'est cool. Et ça se passe comment? Enfin, quand tu es pro, ça veut dire que tu gagnes de l'argent pour un combat, tu signes des contrats, Alors ils te proposent, là le premier combat que j'ai fait, c'était en Malaisie, c'est dans une orga qui s'appelait l'Ultimate Beatdown. Eux te proposent, ils te font un premier combat, sans contrat forcément. Et en fonction de ce que tu fais comme performance, ils te proposent de revenir combattre chez eux. Et plus tu vas gagner, plus tu seras rémunéré. Donc ça, c'est le premier avantage. Après, il y a un truc qui est vachement cool là-bas, dans les stadiums, si tu combats en taille pure et dure. Tu combats pour la ceinture, tu récupères un cachet. À partir du moment où tu mets du tien, eux aussi, ils n'hésitent pas à y mettre aussi, quoi. Tu peux nous donner un ordre d'idée? Imaginons que tu fais ton premier combat, donc là, je comprends, il y a pas trop de contrat, c'est un Ouais, peu voilà. ouais. Le deuxième, c'est quoi? Si tu veux gagner, enfin, bon, j'imagine que tu es payé en baht, donc c'est la monnaie, thaïlandaise. C'est ça. C'est quoi? C'est, l'équivalent de 100 €, 500 €? Tu récupères, j'ai récupéré 180 sur le premier. C'est le deuxième ou Non, le premier. le premier? Sur le deuxième, j'ai gagné beaucoup plus, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, mais j'ai eu une énorme opportunité. C'est-à-dire que le Tiger propose des combats lors d'un gala qu'ils organisent eux-mêmes. Et sur ce combat-là, si tu fais un beau spectacle, si t'assures le show, comme ils disent, ils t'offrent une année de sponsoring. Et je me suis retrouvé face à un Australien qui faisait 10 kilos de plus que moi. J'étais à 75, il était à 85. Et c'était super violent. C'était un bain de sang, le truc. Je m'attendais pas du tout à ça. Et j'arrive à l'avoir en KO technique au 3e round, à 15 secondes de la fin. Alors il fait 10 kilos de plus Il que fait toi. 10 kilos de plus que moi. Et le premier coup qu'il me met au visage, il me casse le nez. C'était super impressionnant comme expérience. Parce que t'es mi-apeuré, mais en même temps, tu sais que t'as une énorme opportunité. Ça fait 2 ans que tu pensais à ça. Ça fait 6 mois que t'es en Thaïlande. Faut la saisir. Et tu lâches pas et c'est super motivant parce que déjà, ne serait-ce que les gens qui t'entourent et qui te regardent, tu sais que c'est des pointures. Du coup, même là, ça t'ajoute une bonne pression motivante. C'était super expérience. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Et le gars te casse le pif, au premier coup et tu le finalises quand même, Ouais, je le finalise quand même. J'ai eu le premier round, même malgré le nez cassé, il a eu le deuxième. Sur le troisième, je viens pour le soumettre. Et avec la transpi et la chaleur, du coup, je glisse.
Et action qui m'a valu le sponsor, c'est que j'ai réussi à lui faire un ankle pick. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah non, je l'ai pas su. En gros, je suis sur le dos, mais je le vois partir 2 fois sur la gauche. Donc j'arrive à me relever sur mon bras droit, lui attraper la jambe et le faire tomber. Et en le faisant tomber, du coup, j'ai réussi à revenir en montée sur lui et le finaliser en grand and pound. Et de là, j'ai eu mon annonce de Ce que sponsor. Zachary me dit, c'est qu'il lui a martelé la figure. Ah, c'était vraiment ça. C'était en MMA pour le C'était coup. en MMA, ouais. Ouais, tu peux combattre en MMA, en anglaise, en thaï aussi. Donc tu gagnes cette année de sponsoring, Ouais. si je comprends C'est bien. exactement ça. Mais tu vas au bout de cette année? Là, j'y suis encore. J'ai juste mis en off parce que je suis rentré à Paris, mais oui, ils t'offrent une année de sponsoring entière avec tout ce qui est équipement, entraînement et d'autres opportunités de combat. Parce qu'en fait, eux, leur but, c'est OK, on t'a sponsorisé, mais l'idée, c'est où est-ce que tu peux aller et où est-ce que tu peux emmener le Tiger avec toi en termes de renommée internationale. Parce que la plupart des combattants, ils arrivent à aller au One, mais après, si tu finis au Rising ou je sais pas, ne serait-ce qu'au KSW ou À l'UFC, pourquoi pas? à l'UFC, pourquoi pas, et ben, c'est bénéfique et pour eux et pour toi. Et qu'est-ce que ça engage pour toi de cette année de sponsoring? Tu dois aller là-bas, tu dois apporter le merchandising. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a un vrai suivi, étant donné que c'est vraiment un pays de sport. Il y a une grosse culture du sport, du coup, tu le fais, enfin, tu le fais fièrement, quoi. Ça le gros avantage. C'est plus un pays de sport que la France? Ah, totalement. Totalement. Moi, j'ai fait des études, en sport en France, notamment en marketing sportif. Il y a eu des événements sportifs en France. Il y a le sport qui se développe quand même en France, mais tu vois la différence entre chez eux et chez nous. Même si on enlève le côté investissement anglo-saxon et tout ce qui va avec, ou russe, ils ont vraiment cette mentalité de si tu veux être une bonne personne et t'accomplir en tant que personne, il faut que tu fasses du sport. Ça va t'apprendre énormément de choses, la rigueur, le dépassement de soi et tout ce qui va avec, ce qui est très vrai. En France, le sport, il est toujours vu comme un hobby. On va pas forcément trop te prendre au sérieux si t'es un sportif. Ça change énormément, je dis pas le contraire, mais ça passe en second plan. Alors que pour eux, si tu veux vraiment te développer en tant que personne ou même dans ton travail, ça passe par le sport. Et tout le monde fait de la boxe thaï là-bas ou c'est un préjugé? Non, ça c'est vraiment un préjugé pour le coup, mais ils sont tous dans des activités sportives. Que ce soit de la marche, que ce soit courir, que ce soit, je sais pas, du foot, ils jouent beaucoup au foot. Ils jouent beaucoup au foot, ils sont beaucoup à la plage. Ils sont vraiment sportifs. Tu me disais en off que les Thaïs avaient une mentalité assez business, notamment chez les combattants, Ouais, et que tout le monde essayait parce que bon, tout le monde peut pas être le combattant de l'année, c'est sûr. et donc que chacun essayait de développer des activités à côté de leur pratique martiale. Exactement. Parfois, on imagine qu'en étant, présent à la télé ou qu'en ayant signé dans une grosse orga, on se fait beaucoup d'argent. Sauf que c'est pas forcément vrai et mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir l'envers du décor et là-bas, tu le vois. Donc à partir du moment où ils ont un peu d'argent, en tout cas les combattants qu'on a croisés là-bas, ils ont investi dans pas mal de petits projets ou de business autour du sport. Donc là, c'est super intéressant que ce soit des centres de récupération, par exemple des ice baths ou bien même ils ont investi dans des marques d'équipements. Hem, qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? Des équipementiers, de la récup, dans des restaurants aussi, mais avec, de la nourriture qui est healthy. Donc ça c'est vachement cool aussi parce que les gars, étant donné qu'ils sont dans le milieu, donc ils savent ce qui est utile ou pas pour toi. Donc après derrière tu manges très bien, tu récupères bien en vrai et sinon après ils font beaucoup de coaching aussi, en plus. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que il y a leur partie, pro, sportive et leur partie pro business et ils arrivent à mixer sur les 2 et c'est motivant aussi, je trouve. Et c'est de là que te vient cette envie d'entreprendre? Alors je dirais que c'est plus le voyage en lui-même. Le voyage en Thaïlande en lui-même, c'est-à-dire que, OK, t'es dans un camp, t'es avec, une multitude de nationalités, mais tu vois surtout que les gens, ils ont cette espèce de mentalité
qui est, bah, je suis là, je dois me débrouiller dans ce que je suis en train de faire, mais du coup, je me débrouille aussi dans la vie. Et c'est pas je lance un petit business et je vois ce que ça donne et advienne que pourra. Non, non, c'est vraiment, je me dépasse, je me donne au max et ça me permet de profiter aussi. Et beh, c'est super, super éducatif au final. Il y a un côté un peu American Dream, non? Clairement, clairement, clairement. Bah, ça avait commencé avec Bali et aujourd'hui c'est en train de suivre la mouvance suit en Thaïlande et bah, c'est vachement intéressant parce que c'est une mentalité qui est différente d'ici aussi. Ici, bah, tu finis tes études, tu dois aller Faire un ouais, CDI CDI et la carcan classique. classique, exact. Même si ça change. Mais là-bas, c'est très motivant parce que tu peux rencontrer des jeunes de n'importe quel âge, d'un peu partout dans le monde et ils ont un petit business qui leur permet d'avoir leur passion à côté. Et en fait, si tu es bien dans l'un, tu es forcément bien dans l'autre. Et on revient dans ce qu'on se disait tout à l'heure où le sport passe vraiment en premier plan. Je comprends. Tu fais 1 an et demi, là-bas et ensuite tu te dis que tu vas rentrer en France, pour monter un business, parce que tu en as marre, parce que tu es loin de ta famille? C'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi, tu as un peu le mal du pays. Même si ça commence tôt, tu vis une belle expérience, mais la France commence à te manquer beaucoup, parce que j'ai grandi ici, du coup, même le fait d'être loin de mes proches et des amis, bah, ça joue, quoi. Donc je suis rentré en France et l'idée de Gloveguard, bah, en fait, elle est née de base en France et elle s'est confirmée en Thaïlande et bah, le mieux, c'était de rentrer d'abord ici pour pouvoir, poser une bonne base, bien structurer mon projet et après le lancer pleinement. Donc tu lances Glove Guard, tu peux nous expliquer ce que c'est? Pour l'instant, tu as un produit? Yes, exact. Aujourd'hui, je travaille en monoproduit et Gloveguard, c'est une solution qui répond à une problématique, qui touche tout le monde, que tu sois en loisir ou bien même, combattant pro. On a tous cette problématique, à partir du moment où on fait des sports de combat et qu'on a des gants de boxe, bah, on transpire plus des mains et des pieds et du coup, très vite, il y a une bactérie qui s'installe et donc le gant pue et moi, j'y réponds avec, des inserts que tu mets dans tes gants et qui sont composés de bambou et de charbon. Bah, les produits sont reconnus pour, leur principe actif. Le bambou, c'est une plante, qui pousse dans l'eau. Donc, tout ce qui est absorption d'humidité, ça répond à cette problématique-là et le charbon, c'est connu pour être, un anti-odeur. Donc voilà le second point. Je mets un petit peu de contexte, mais effectivement, quand on fait des sports de combat, on va dépenser énormément de calories, on va beaucoup transpirer et donc si on ne prend pas soin de son matériel et notamment de ses gants, il y a vraiment une mauvaise odeur qui s'installe et très rapidement, dès Ouais, le 1er entraînement quasiment et si on n'en prend pas soin, ça dans le gant, ça va moisir, c'est ça, c'est exactement ça. d'une certaine manière et donc il faut répondre à cet impératif, sanitaire avec un produit. C'est où que cette idée, te vient? C'est en Thaïlande? Parce que là-bas, j'imagine qu'il fait super chaud en plus? Ouais, ouais, ouais et tu t'entraînes sous 40 degrés, donc déjà, tu transpires juste en marchant. Tu transpires juste en marchant, alors pendant les entraînements encore plus. Mais en toute honnêteté, l'idée m'était venue quand j'étais en alternance. J'étais comme j'ai dit un peu plus tôt, dans un club de boxe, qui est très chic sur Paris et tout était à disposition, mais la problématique qu'on rencontrait à chaque fois, c'était sur les gants de prêt. Et bon, bah, j'étais un peu surpris de la méthode qui a été utilisée, à savoir, désinfecter le gant et notamment, enlever l'odeur avec des produits de mobilier. Donc c'était pas je trouvais ça dommage et en même temps, j'étais surpris qu'il y ait toujours pas de solution qui existe. Parce que c'est quelque chose de quand même, d'assez simple, surtout si tu arrives à rendre la solution, efficace et naturelle. Donc tu réponds tout de suite à cette problématique-là et ouais, quand je suis en Asie, c'est exactement ça. C'est là où je commence à avoir plus de produits, plus de solutions et là je continue sur l'idée, je vois ce que ça peut donner. Donc ça vient vraiment d'une observation de terrain. Ouais, c'est exactement ça. Toi, tu es en alternance dans ce club de boxe, à Paris Ouais. et tu vois qu'on prête des gants
qui sont désinfectés de manière un peu rapide, C'est ça. disons-le comme ça. C'est exactement ça et c'est-à-dire que moi, je le vois dans le cadre du terrain, à savoir, pendant l'alternance, mais la problématique, je l'ai aussi parce que je m'entraîne à côté et peu importe où j'allais m'entraîner, que ce soit dans un club de MMA ou dans un club de taille pure et dure, là, tous les gars te disaient, «Mes gants puent». Bon, OK. Moi, j'ai ce problème, toi, tu as ce problème. ouais, c'est exactement ça. Donc Tout le monde a ce tout le problème. monde a ce problème. Soit tu passes au-dessus et tu continues de boxer avec les gants qui puent, soit tu fais attention à ton matos et enfin ton équipement plutôt et t'as les premières techniques, tu sais, tu demandes à ta mère un peu de soupline et tu la mets dans tes gants ou tu mets du talc. Mais bon, c'est pas c'est ça. C'est plus de la débrouillardise. Ouais, c'est du système D, quoi. C'est pas super, c'est pas super intéressant et c'est un sport où tu prends soin de toi, tu dois prendre soin de l'autre, tu dois prendre aussi soin de ton équipement. Donc c'est comme ça que je me suis dit il fallait vraiment répondre à cette problématique. Et comment tu passes de « je vois que tout le monde a ce problème » à « j'ai un produit qui fonctionne ». C'est-à-dire que sur la partie, Thaïlande, ton équipement, il te revient pas cher, tu as 1000 et une solutions et du coup, l'idée ça a été de tester directement, ce qui était proposé avec, l'équipement qu'on avait et on s'est rendu compte que en fonction de l'utilisation qu'on avait des gants, on s'est rendu compte que si tu partais sur 2 séances par semaine, le produit durait 11 mois, très exactement. C'est-à-dire que si ton produit ou les gants? L'odeur dans les gants n'existe pas pendant 11 mois, à raison de 2 séances par semaine. Si tu mets Le Glove Guard à chaque fois que tu finis de t'entraîner. Maintenant, si tu t'entraînes 4 fois par semaine ou 5 fois, allez, on pousse jusqu'à 5, le produit permettait d'éviter le désodorisant permettait d'éviter, la prolifération de la bactérie et des mauvaises odeurs dans tes gants sur une durée de 6 mois. Donc une fois qu'on a eu ces deux infos en ayant testé réellement, on s'est dit que je me suis dit que c'était le moment de lancer, le produit. et c'est un produit qui n'existait pas du tout avant toi? Ou tu avais d'autres, gens qui le faisaient? Toi, tu t'es dit: «Moi, je pense pouvoir le faire différemment pour telle et telle raison». J'avais des concurrents, il y en a un qui existe depuis, assez longtemps, 2017 à peu près. Mais moi par contre, je trouvais que j'avais une approche qui était différente, ne serait-ce déjà qu'en termes de présentation. J'étais contre l'idée de travailler en dropshipping. Pour contextualiser, le dropshipping, c'est quand tu possèdes pas de stock et t'envoies directement depuis, le pays, fournisseur et au-delà de ça, même sur la présentation du produit, il y a une différence. C'est-à-dire que, moi, c'est vraiment 2 inserts que tu glisses dans tes gants avec reliés par une lanière, du coup, qui te permettent de tenir tes gants. Au-delà de ça, tu as une partie en lin. Donc c'est-à-dire que tu peux vraiment toucher le produit, sentir le produit. Donc ça a plus d'efficacité, ne serait-ce qu'en termes de respiration au niveau du gant et puis même du désodorisant. Toi, je comprends que tu as des canaux de vente qui sont différents, mais également le produit en lui-même, a une matière différente. Ouais, c'est Tu ça. parlais de charbon, de bambou. Charbon, bambou exactement, de lin, puis même, ouais, la forme physique. Donc je me dis que ces 3 éléments, mis bout à bout ensemble, ça amènera la différence. Toi, tu te positionnes, donc c'est vendu, 20 €? C'est ça, 20 €. enfin, Les concurrents sont plutôt à 15. c'est ça, Toi, exactement ça. tu es, un peu plus cher Ouais. parce que tu considères que ton produit est de meilleure qualité. Exactement, au-delà c'est vraiment au-delà de la qualité. Moi, j'ai vraiment pris le temps. On a vraiment pris le temps parce que je l'ai fait avec des copains. J'ai testé sur leur matériel aussi. On a vraiment pris le temps de voir que le produit était efficace parce qu'on voulait vraiment répondre à cette problématique-là. Hem, Quand bien même que ce soit, 15 ou 20, faut juste voir si le produit est utile. Si le produit est utile et il répond à quelque chose de concret, c'est pas très grave. 20 € à raison de 10 mois, 11 mois, ça te revient à 2 €. Ta paire de gants, tu la jettes à 90, 100, 105, 110.
2 € en plus par mois, alors que tu as déjà payé 110 €. Bon, bah, tu fais vite le calcul, c'est plus intéressant. Et tu travailles de manière, enfin, t'as pas de moisissure, Ouais, il y c'est a, il ça, y a un vrai c'est service qui est exactement ça. rendu à l'utilisateur. C'est exactement ça. Ça te prend combien de temps de développer le produit? Il y a les usines, il y a. Alors le plus gros du travail, ça a été, toute la partie, confection, même ne serait-ce que la partie, confection du packaging et après, on lance toujours des grosses, productions. La première qu'on a lancée, elle était, de 800 pièces. C'est énorme. C'est énorme parce que tu sais pas si ça a répondu à une problématique de 4 personnes. Tu sais que ça touche beaucoup de gens, mais est-ce que forcément les gens seront intéressés derrière? Ils vont payer, ils vont savoir Exactement. que ça existe. Ah, c'est exactement ça et du coup, donc on a lancé 800 pièces. Enfin, on a toujours un minimum de quantité assez élevé, comme ça on n'est pas pris de court et comment dire? Après on a pu tester le produit sur le terrain et dans 2 environnements totalement différents, à savoir un gala de boxe professionnel à Carcassonne et 8 heures après, on a pris la route et on s'est retrouvés à Paris à notre premier gala, le gala du Apollo Boxing Club. C'était C'est en décembre, le 13 décembre? non, j'ai fait celui du 17 mai. J'ai fait celui du 17 mai et bah, là, c'était encore mieux parce qu'on avait reçu enfin, j'ai reçu la marchandise, début mars. Donc tu te retrouves avec 800 Je me retrouve avec 800 boîtes pièces. chez OK, toi. j'ai un site web. Je commence à faire 2-3 pubs sur Instagram et sur TikTok. Bon, tu chopes des vues, t'as les proches qui like, qui s'abonnent, mais bon, qui sont pas forcément intéressés parce soit ils sont pas dans la box, soit, bah, les gants puent et c'est cause perdue. Et avec ces événements-là, j'ai vraiment pu voir qui était ma cible, qui était touché par ce problème, qui voulait qui voulait éviter ce problème-là dans ses gants et ça a été super intéressant de voir, où GloveGuard, pouvait se mettre. Je reviens juste un cran en arrière sur les pubs. Donc tu fais de la pub sur, Insta, Ouais, sur, aussi. TikTok. Je sais pas si c'est possible de faire la pub sur TikTok. Ouais, tu peux faire maintenant. Ça fonctionne? Il y a tu as quelques clients qui viennent comme ça? Ouais, ouais, totalement, donc ça, c'est cool. Soit tu fais des partenariats. Tu prends un ambassadeur et il te fait de la pub. Donc là, c'est la méthode la plus classique. Soit tu programmes des pubs que tu mets en ads et là, c'est TikTok, ou Instagram qui te les diffuse, en fonction des recherches au préalable des personnes. Et ça, tu fais, les 2? Tu fais influenceur, J'ai fait la première partie ambassadeur, je trouvais pas ça intéressant. C'est-à-dire que j'ai voulu signer des ambassadeurs et il y avait pas tant de visibilité que ça et à contrario, j'ai participé à un événement avec, Bakary Samaké et Bilal Kitou et bah, j'y suis un peu allé à l'audace. Je leur ai demandé si c'était possible d'avoir une pub rapide. Les mecs ils étaient partants, ils me l'ont faite et derrière ça t'apporte beaucoup plus de visibilité parce qu'on se dit: «Bon, bah, si c'est un pro qui le recommande, c'est que c'est quali. c'est exactement ça». Et donc là, ça a apporté plus de vues, ne serait-ce que sur le site web. Mais je comprends que c'est plutôt avec ces 2 événements dont tu parles, donc un gala à Carcassonne et un gala, à Paris, Ouais, c'est ça, pour l'Apollo, pour Apollo, ouais. où là, voilà, comment ça se passe? Alors, c'était pas du tout le même public. Il faut savoir que celui de Carcassonne, c'est vraiment un événement pro. Il y avait je crois qu'il y avait peut-être 3 ou 4 combats amateurs et tout le reste des combats, c'était que des combats pros sous, gros sponsors, très grosse organisation et là, tu as un public, bah, tu as un vrai public de boxe. Heu, Soit tout le monde pratiquait, soit ceux qui étaient là pour soutenir, ils étaient là pour soutenir des gars qui étaient sur le ring. Donc ça veut dire que bon, là tout de suite, j'ai remarqué que, des gens qui et notamment des hommes, sont peut-être un peu moins intéressés par le produit, parce que bon, bah, l'odeur dans les gants, ça fait C'est un truc de partie voilà, c'est bonhomme un truc et de on s'en bonhomme, fout. ça fait partie du sport et puis tant pis, on passe à autre chose et à contrario, quand tu fais l'événement quand j'ai fait, pardon, l'événement pour Apollo,
c'était une journée porte ouverte. Donc leur objectif, c'était vraiment de faire découvrir la boxe. Et là, tu rencontres vraiment les personnes qui sont mises à la boxe aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que le sport s'est beaucoup gentrifié, donc tu vas avoir beaucoup de jeunes mamans ou alors de jeunes cadres et eux sont un peu plus soucieux de l'hygiène et notamment de leurs produits et donc c'est là où j'ai vraiment pu voir, qui, GloveGuard, touchait, aujourd'hui. Donc je comprends que c'est plutôt, le public, «gentrifié» entre guillemets, Ouais, que le combattant, pro. c'est exactement ça. On aurait pu s'attendre à l'inverse. Ouais, vraiment, parce que tu te dis: «Bon, bah, si je suis tout le temps à la salle, en tout cas, si je m'entraîne au moins 5 fois par semaine, ça veut dire que je suis plus souvent à la salle. Plus souvent à la salle, ça veut dire que, bon, bah, mon équipement, il doit me durer dans le temps, sans que ça me dérange forcément» et en fait, il s'avère que non, c'est plus, le nouveau public en sport de combat qui est intéressé par ce genre de produit. Et qui, peut aussi potentiellement avoir plus de pouvoir d'achat pour s'équiper. Oui, aussi. Ce qui est ouais. Toi, dans ces événements, tu avais un stand ou Ouais, dans les deux, j'ai eu un stand. Alors, c'est une super belle histoire parce que c'est le premier lancement de la marque et il faut savoir qu'à 19h, parce qu'on était 2 à ce moment-là. À 19h, on était à Carcassonne et l'événement pour Apollo avait lieu à 11h. Du coup, dans les coups des 22h, on a pris la voiture, on a pris la route toute la nuit et on a débarqué à Paris pour faire l'événement et en fait, tu veux juste voir si ton produit, il est il rencontre vraiment son public? ouais, il rencontre son public et donc tu te dépasses et je pense que tu arrives à avoir cette hargne par rapport à ce que tu as pu vivre, en Thaïlande. Et là, concrètement, quand tu es sur ces stands, tu fais des ventes, quoi? Ah Tu oui, oui, closes des ventes? mais je suis hyper surpris, sur, le premier événement avec Apollo, on a fait entre, allez, je te dirais entre 10h non pardon, entre midi pardon et parce qu'on s'est installé vers 10h. Entre midi et 16h30, on a fait peut-être une, quarantaine de ventes. Donc tu fais 40 ventes Ouais, sur un produit à 20 €. Tu fais 800 € de chiffre d'affaires sur la journée. c'est exactement ça. Bon, après, il faut enlever la TVA et C'est cetera, hein. C'est ça, pas c'est ça, net, c'est dans ça, la ça. poche, hein, mais OK. Et ce qui était cool, c'est qu'en même temps, bon, bah, on diffusait ça sur les réseaux, donc ça veut dire que ça nous ajoutait Ta de notoriété. la notoriété et puis même Apollo, ils ont vraiment joué le jeu à fond parce qu'ils nous ont même partagé, sur leur page. Donc là aussi, si tu prends pas tout de suite des gens qui achètent ton produit, au moins tu prends des abonnés qui, bon, bah, plus tard, reviendront Et puis tu sur associes ton sur image à ton Apollo, c'est ça, qui est un aussi. club, connu en Ouais, Île-de-France. ouais, ouais. Il y avait un peut-être que tu peux pas le dire et je te demanderai pas de le dire, tu peux pas le dire, mais tu avais un deal avec Apollo? Enfin, il y avait une commission ou Non, non, c'est-à-dire moi je les ai contactés, enfin ils faisaient leur événement et moi j'ai juste demandé s'ils cherchaient des sponsors et ils m'ont dit que oui et que la candidature était la bienvenue pour GloveGuard et ça s'est joué, comme ça. c'est cool que ce soit passé comme ça parce Ouais, qu'Apollo, c'est quand même, bon, une belle entreprise maintenant clairement. et toi, tu arrives, un peu nouveau Ouais, ouais, sur mais le c'est marché et tu dis: exactement «Je veux ça. vous sponsoriser». Ouais, C'est moi qui vous sponsorise, c'est pas c'est l'inverse. exactement ça. C'est ça ce qui était super intéressant, c'est que, ils étaient ouverts au sponsoring de l'event, donc c'était vachement cool. Et en plus, c'était dans le thème, c'est-à-dire que généralement, quand tu regardes dans un événement sportif, il y a pas forcément ou pas tout le temps une, un produit ou une marque ou quelque chose qui correspond au sport, qui va se faire sponsoriser et là, à contrario, c'était, une jeune marque de désodorisant pour grande box qui vient Tu étais sponsoriser, clairement dans le thème. c'est ça. Et toi, ta stratégie, pour vendre et faire connaître le produit, c'est que tu veux plutôt t'adresser à des salles, vendre en direct à des particuliers, te faire référencer sur Dragon Bleu? Est-ce que tu as réfléchi Ouais, alors, à tous ces canaux de vente c'est possibles? ça. En fait, après l'événement enfin Carcassonne et Apollo, bon, on s'est rendu compte que c'était plus les personnes, c'est plus les nouveaux standards de boxe qui étaient intéressés par notre produit que, la version old school, on va dire. Et donc on a commencé à parce que j'ai pris une personne en communication avec moi, donc on a commencé
à essayer de voir comment on pouvait étendre cette partie-là sur tout ce qui est nouveaux studios de boxe et tous les endroits un peu hype et chic qui proposent la boxe. OK, punch boxing, Exact, le Cercle, Fitness Brooklyn, tout ce qui va avec et même des grands hôtels de luxe, sur Paris, notamment Place Vendôme qu'on est parti, démarcher et c'était super intéressant comme expérience. Au final, on l'a pas eu, mais au moins on a été reçus, on a pu présenter le produit, on a vu que ça les avait intéressés. On a eu juste un petit couac au niveau de la quantité, ce qui a fait que le projet a été annulé, mais ça nous a permis de comprendre où est-ce qu'on pouvait plus se mettre et comment on pouvait plus se mettre, avec qui on pouvait plus travailler et donc sur la première année, on a été beaucoup avec les studios et là, sur la deuxième année, on cherche à aller travailler avec les fédérations. Là, il y a quelque temps, on a été approché par la fédé de boxe anglaise, au Québec et on compte faire un événement avec eux, c'est je reviens juste sur ce prospect, donc hôtel très chic, ouais, place Vendôme. yes. Donc tu les contactes et tu leur dis: «Voilà, vous faites des cours de boxe dans votre hôtel. Moi, j'ai une solution, pour vous. Est-ce qu'on peut se voir?» Tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait une publication sur LinkedIn où ils partageaient le fait que, bah, l'hôtel allait se mettre au cours de boxe et c'est un endroit chic, c'est un endroit propre, parce qu'il y a une certaine image de marque, un standing exactement et du coup, pour répondre à ce standing, GloveGuard, c'était la solution parfaite. Donc on les contacte, on envoie un premier mail, un peu à froid, on savait pas du tout ce que ça va donner et 2 jours après, on a la réponse de la directrice de la partie, spa et sport et elle nous dit: «Bah, écoutez, je vous propose de rencontrer mon head coach pour que vous lui présentiez, pardon, la solution» et là, c'était super cool parce qu'il s'avère que la personne qu'on a rencontrée était en Thaïlande aussi, en décembre 2023 et elle avait une approche, assez sympathique des sports de combat parce qu'elle était allée pour faire un stage, je crois, en boxe thaï. Donc il y a pas mal de connexions qui se créent. Donc ça, c'était premier gros point positif. On présente le produit, on avait mis les formes, c'est-à-dire qu'on avait fait un packaging spécial pour eux. Une présentation aussi qui était différente de comment j'aurais pu la présenter à un gala de boxe ou à un studio de boxe et c'était une très belle expérience parce que tu prends un non, mais tu comprends pourquoi tu prends le non, plutôt que de prendre un oui et bon, au final, c'est soit il veut juste, soit la personne veut juste faire de la marge, soit elle veut juste proposer un produit en plus à sa clientèle, soit il a pas compris le produit. C'est juste pour ajouter un accessoire en plus, c'est pas intéressant. Mais quand tu prends un nom, et tu sais pourquoi tu prends un nom, bon, c'est plus intéressant. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était prendre ton produit et le revendre à leurs clients Ah bah, ou leur offrir dans le heu cadre de prêt de gants? eux, c'est plus la 2e solution. C'est en termes d'offres, heu, au moment des prêts de gants, mais en fait, toute la stratégie, toute leur, comment dire ça? Toute la manière de fonctionner de l'hôtel était super intéressante. Du coup, c'est pour ça que je dis que le nom qu'ils nous ont donné, qu'ils nous ont expliqué, était plus intéressant que s'ils nous avaient juste dit oui pour dire oui. Et c'était sur un sujet de quantité? Ouais, Non? c'était sur un sujet de quantité. On s'était mal compris sur la quantité. On a essayé de revenir dessus, mais ça l'a pas fait Parce que sur cette fois-ci. mais eux, ils en voulaient des centaines? C'est à contrario, non, ils étaient pas pour des centaines. C'est-à-dire qu'ils veulent jouer sur, quelque chose de c'est rare. Donc si c'est rare et C'est cher. c'est cher. Il était là le point. Clair. Donc tu as cet hôtel-là. Ensuite, tu disais que tu avais les fédérations. Ouais, les fédés, on a essayé d'approcher les fédérations, de boxe, et de sport de combat, enfin de sport de contact en France. On n'a jamais eu forcément de retour et
À contrario, on a eu la fédération de boxe anglaise au Québec. Puisque c'était super intéressant parce que bon, ça se fait toujours via des petites connexions sur LinkedIn, mais on a appris pas mal de choses. Le Québec suit les tendances qu'il y a en France. Et comme aujourd'hui en France, les sports de combat et la boxe et le MMA sont très populaires, ça suit aussi. Et elle nous expliquait, la directrice de la Fédé, que sur une année et demie à peu près, ils ont pris plus 600 000 licenciés. Et ils sont super soucieux de tout ce qui est écologie, tout ce qui est bien-être et tout ce qui est hygiène aussi au final. Et donc elle trouvait que le produit faisait sens avec ce nouveau public et avec l'image qu'ils voulaient dégager de la boxe, qui passait aussi par en fait, si tu veux être un bon boxeur et quelqu'un de bien, ça doit aussi passer par ton équipement. Si tu prends soin de ton équipement, tu prendras soin de toi et des autres dans ce que Toi, tu fais. quand tu regardes ces deals-là, c'est pour vendre, 50 unités d'un coup, 100 unités d'un coup? Non, parce que ça, tu le fais, enfin, on arrive déjà à le faire en France. On arrive à vendre, parce que nous, si on part sur une phase test, on part déjà à 50 produits. Histoire que on a un vrai retour. 20, pas trop. 50, tu sais qu'il y a 50 personnes dans tel ou tel club ou tel studio qui ont testé ton produit. Du coup, t'auras un retour beaucoup plus concret. L'idée, c'est vraiment d'arriver à proposer une solution niveau international qui dure dans le temps parce que c'est quelque chose de concret. Si le problème, il existe ici, il existe Il existe partout sans doute ailleurs. ailleurs. Exactement. Ben, on pue tous. J'osais pas le dire. Est-ce que tu regardes aussi, Amazon Ouais. pour vendre en ligne? Ouais, Alors ouais, moi, ouais. pour la petite anecdote, à un moment, j'ai eu un besoin urgent de désodorisant de gants et mon premier réflexe, comme beaucoup de gens, je pense, c'est d'acheter sur Amazon. Donc je tape désodorisant de gants, j'envoie un premier à, je sais pas, 15-16 balles, recommandé par Amazon. Donc en clair, il y a eu, de l'Ads qui a été payé pour que le produit soit poussé en avant. Je vois les commentaires, je me dis: «OK, je réfléchis pas plus que ça, j'achète». Est-ce que toi, c'est quelque chose à quoi tu as réfléchi? Je pense qu'Amazon prend une belle marge aussi au passage. Il y a un sujet de Amazon Prime, de stockage aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais au-delà de toute cette partie-là, Amazon, moi j'ai surtout cherché à aussi développer mon site web parce que je trouvais que je suis en monoproduit, je réponds à une vraie problématique. OK, donc on va faire un site, dédié spécial, qui en multilingue, que tu sois français, anglais, allemand ou espagnol, tu peux comprendre l'intérêt du produit et l'explication du produit. Et donc pour l'instant, je continue avec mon site et sur une solution, vraiment long terme, une fois qu'on aura un peu plus pérennisé, GloveGuard, l'idée ce sera aussi d'être sur des petites plateformes comme ça, en plus. Là, ça te fait pas envie parce que ça prend trop de marge, c'est trop compliqué, c'est trop long? C'est plus une histoire de temps, dans le sens où, c'est vrai que les process pour entrer chez Amazon, ils sont un peu longs et c'est pas ça Tu m'intéresse, priorises. ouais, je priorise. Je préfère j'ai développé un site web, j'ai fait développer un site web, autant L'utiliser l'utiliser, ouais, au maximum. exactement. Et là-dessus, pour l'instant, tu es monoproduit. Est-ce que tu sens que cette problématique d'hygiène, elle continue d'être présente dans les salles de sport? On parlait, tout à l'heure de protège tibia, par Ouais, exemple, des bandes. On peut exact. penser aux casques, hein, Le aussi casque, ouais. qu'on met, quand on fait, des combats ou des Ouais, sparring. yes. C'est des choses auxquelles tu réfléchis ou pour l'instant c'est, le désodorisant pour gants avant tout? Il y a c'est ça ce qui a été cool dans l'expérience terrain, c'était de voir certains retours qu'on a eu. Il y a des gens qui ont été intéressés par, OK, c'est trop cool les inserts pour les gants, mais est-ce que vous proposez ou est-ce que vous allez proposer d'autres produits? Et notamment, les sacs en JJB et les protèges tibia pour tout ce qui est, boxe thaï, kickboxing. Parce que là, sur la partie kickboxing, Muay Thai, il y a pas forcément de produits qui existent aujourd'hui pour assurer l'hygiène des équipements. Et sur la partie JJB, notamment au niveau des sacs,
étant donné que tu finis son entraînement, tu remets directement ton kimono dans le sac, t'as transpiré dedans et tout ce qui va avec. Bon, bah, l'odeur, elle prolifère aussi. Bon, typique d'un sac de sport, quoi. Et donc, ouais, donc là, l'idée, c'est, on finit avec notre second objectif, à savoir voir ce qu'on peut faire avec les fédérations et surtout au niveau international. Et une fois que ça c'est fait, je pense à aller sur la partie sac de sport JJB et sur du très long terme voir ce que ça pourrait donner pour de la boxe thaï et pour les protèges tibias notamment. Tu vois, sur 2027, 2028. Ouais, à peu près, ouais, à peu près. Le temps, là, je suis censé retourner en Thaïlande, là, à la mi-mars. Déjà, je reverrai d'autres problématiques, je pense. Et en plus de ça, éventuellement, je vais pouvoir faire un tour général pour voir ce qui existe ou ce qui n'existe pas, mais ce qu'on peut combiner pour créer une vraie solution. Je comprends. Bon, Zakaria, merci beaucoup Merci à toi, Franck. pour cet épisode. C'est inspirant de voir que c'est des expériences à l'étranger qui peuvent nourrir des projets entrepreneuriaux, qu'il y a plein de choses à faire dans les sports de combat ensemble, que c'est un sport qui évolue avec son écosystème. Exactement. Et je te souhaite bonne chance avec Merci à toi, Love Franck. Guard. Merci pour l'invitation. Ciao. Merci, ciao. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.